Nous accueillons également plusieurs nouveaux invités. Merci à eux d'être sur ce plateau ce soir. On va vous montrer tout d'abord cette estimation du côté de Montpellier, ce sondage sorti des urnes, sondage BVA, vous le voyez. Alors évidemment, c'est pour l'instant un sondage, pas des résultats définitifs, mais selon ce sondage, Mickaël Delafosse, le maire sortant, serait en tête avec plus de 32,8%, suivi de Nathalie Oziol à 16%, troisième dans ce classement provisoire. Moed Altrad à 11,2%. Philippe Sorel, lui, récolterait 8,8%. Il est avec nous sur ce plateau. Parmi les autres candidats, Rémi Gaillard, vous le voyez, qui a animé une partie de cette campagne, serait à un peu plus de 8%. Ensuite, on aurait Isabelle Perrin à 7,4%. France Jamet du Rassemblement national, qui était tout à l'heure sur ce plateau, serait à 7,4%. Et Jean-Louis Roumégas, qui est aussi ce soir avec nous, à un petit peu moins de 5%, 4,8%. Je le répète, ce sont pour l'instant des estimations sorties des urnes, pas encore les résultats définitifs. Allez, on fait un tour de table. Je présente nos invités. Sylvain Carrière, député LFI de la 8e circonscription de l'Hérault. Cédric Delapierre, candidat RN à Frontignan. Jean-Louis Roumégas, on l'a dit, candidat Les Écologistes à Montpellier. Député écologiste Philippe Sorel. Bonsoir, candidat de la liste centriste à Montpellier, maire de Montpellier de 2014 à 2020. Première question pour vous. On ne sait pas bien où vous situez. Vous avez des informations. Je parle de votre score, hein, pas de la politique. Vous avez dit centriste. Alors, on ne sait pas trop. Quelquequefois, en disant centriste, on ne sait pas trop où se situent les gens. Vous le savez, vous. Alors, vous ne seriez pas qualifié pour l'instant pour ce deuxième tour. Est-ce que vous avez d'autres informations ? Oui, nous sommes limite de la qualification. On oscille entre 9 et 10. Donc, vous ne savez pas si vous êtes au second tour ? Non, je ne peux pas le dire parce que l'ensemble des enveloppes ne sont pas ouvertes encore. Donc, nous attendons avec optimisme. Ce serait une déception en tout cas. Vous savez, moi je fais de la... Vous la vouliez cette revanche quand même par rapport à... Non, ne m'envoyez pas sur des terrains de revanche. Je ne fonctionne pas comme ça. Moi, nous avons présenté une liste citoyenne. C'est une façon différente de faire de la politique, hors des partis politiques, avec un ADN particulier. Et nous essayons de présenter ce modèle. Nous l'avons fait au cours de plusieurs élections. Celle-ci était une belle épreuve. Nous sommes pas loin de 10. Nous avons quand même terrassé déjà plusieurs partis politiques. Donc une partie du contrat est remplie. Nous allons attendre la suite. Une liste citoyenne avec tout de même des personnalités de la majorité sortante. Jean-Louis Roumégas, un mot sur votre score, alors du coup, vous l'avez vu ? Alors, c'est pas un score, c'est une estimation. C'est une estimation, alors le score estimé, on va dire ? Oui, non, nous, sur les résultats réellement dépouillés, on est... C'est vraiment une estimation sortie des urnes, on est au-dessus de 6% dans les réellement dépouillés qu'on a cumulés jusqu'à maintenant, donc on verra à la fin. Moi, ce que je constate, c'est, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que sur Montpellier, comme on le pensait, il n'y a pas de danger de droite ou d'extrême droite. Clairement, il y aura un débat à gauche. Et nous, comme on veut que ce débat à gauche ait lieu, parce qu'on s'est engagé sur des convictions, sur des projets qu'on refuse. Je pense à cet incinérateur de déchets qui est un danger public pour la santé des Montpelliérains. On pense évidemment à la bétonisation de Montpellier. Et donc, je pense qu'il y aura un débat à gauche au second tour des municipales à Montpellier. Et que c'est là que ça va se jouer. Toutefois, est-ce que vous pourriez, est-ce que si Mickaël Delafosse vous faisait un appel du pied, vous pourriez mettre le CSR en jeu ? Certainement, on renoncera certainement pas à nos convictions. On s'est engagé pour des convictions. Nous, ce qu'on appelle, c'est plutôt un rassemblement de la gauche pour imposer une autre vision de Montpellier, plus sociale, plus écologique. C'est quoi ce rassemblement de la gauche alors ? Par exemple avec Madame Oziol, bien sûr. Ah ben vous vouliez pas ? Non. On avait demandé à Mme Oziol d'être claire sur certains dossiers, donc le débat reste ouvert pour le second tour. Donc là, mais avec Delafosse, c'est la différence. Maintenant qu'elle est en deuxième position estimée. Peut-être une réaction de Sylvain Carrière. La différence, c'est qu'avec Mickaël Delafosse, la position est absolument claire. Il a choisi des projets que nous combattons. Et donc, nous ne pourrons pas, à moins qu'il y ait un revirement spectaculaire de sa part, nous ne pourrons en aucun cas travailler avec lui. Sylvain Carrière, peut-être, 8e circonscription d'Hérault, vous êtes le député LFI. Le score déjà de Nathalie Oziol sur ce premier tour de l'élection municipale, elle serait à 16%, elle arriverait en deuxième position, pardon, juste derrière, loin derrière M. Delafosse. Une réaction peut-être ? Écoutez, je crois que ce soir, on peut dire que c'est un bon résultat et que la question qui est posée ce soir aux électrices et aux électeurs
de Montpellier pour dimanche prochain, c'est est-ce qu'ils veulent la continuité avec Michaël Delafosse ou est-ce qu'ils veulent la rupture avec Madame Oziol et avec toutes celles et ceux à qui on continuera à tendre la main, comme on l'a fait depuis le début. Monsieur Romégas le sait, la France insoumise, que ce soit au niveau national mais au niveau local, a toujours tendu la main à tous les potentiels partenaires, mais des accords programmatiques. La France insoumise n'est pas là pour essayer de récupérer des places ou que ce soit, mais toujours de parler de fond. Et effectivement, la question qui sera posée dimanche au Montpellier-Rennes et au Montpellier-Rennes, c'est est-ce que vous voulez la continuité du système de la fosse ou est-ce que vous voulez la rupture avec cette politique-là? Et pour ça, il n'y aura qu'un seul bulletin, c'est celui de Mme Oziol. Allez, on va faire un tour à Nîmes, rejoindre Julien Sanchez, le candidat Rassemblement National. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Sanchez? Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Alors, vous seriez deuxième dans cette élection pour ce premier tour. Votre réaction tout d'abord? Non, je suis premier. Je suis premier de cette élection. Les chiffres définitifs viennent de tomber. Je suis en tête. Donc le Rassemblement National remporte cette victoire de premier tour à Nîmes. Voilà, résultat définitif, tout à fait. Et je crois que c'est de bon augure pour la suite. Les Nîmois ont montré du courage, ont montré de l'énergie et ont montré qu'ils ne voulaient surtout pas faire un bond de 30 ans en arrière en réalisant une municipalité communiste. Alors maintenant, j'invite tous les électeurs de droite à prendre acte des résultats du premier tour et à se reporter sur moi au second pour que nous puissions gagner face aux communistes. Vous êtes devant la gauche alors? C'est ce que vous nous dites ce soir? Oui, tout à fait. C'était très serré tout à l'heure. C'est pour ça que je me permets de vous demander, parce que tout à l'heure, quand on a eu Vincent Bouget, c'était extrêmement serré entre vous. Oui, effectivement, c'est serré, mais j'ai quand même l'avance et j'arrive premier de cette élection. C'est effectivement une surprise pour certains, mais moi je l'annonçais quand même depuis plusieurs semaines. Et je crois que réellement, aujourd'hui, les Nîmois ont envie de changement, puisque la majorité sortante n'arrive que 3e et 4e. Donc aujourd'hui, il faut aller jusqu'au bout. On a déjà eu un premier acte de courage ce soir. Il faut en faire un deuxième dimanche prochain. Oui, il faut transformer l'essai, parce qu'il y a la malédiction parfois des candidats RN qui n'arrivent pas à remporter l'essai au second tour. Vous en avez peur peut-être? Un front républicain, quelque chose qui pourrait vous contrer? Non, parce que... Non, je crois que de toute façon, celui qui arrive en tête avec plus de 30% des voix a plus de chances d'être victorieux que celui qui fait 15 ou 19. Donc si les électeurs de droite veulent vraiment la victoire, il faut qu'ils se reportent clairement sur moi. Après, s'ils préfèrent que les communistes gagnent, il faut qu'ils votent communistes directement, au moins ce sera clair. Parce que vous n'avez pas beaucoup de réserves de voix. N'ont pas envie des communistes. Mais les réserves de voix, c'est les abstentionnistes, c'est les électeurs de droite qui ne veulent pas des communistes, encore une fois, qui ont laissé une trace très négative à Nîmes. Je rappelle que les communistes veulent moins de moyens sur la sécurité, ils veulent moins de tourisme. Moi, je pense que la sécurité est un problème concret aujourd'hui des Nîmois. Et je préfère aider les Nîmois que aider Gaza. C'est la différence notamment avec le candidat communiste qui a des priorités qui ne sont pas du tout celles des habitants de Nîmes. Merci beaucoup Julien Sanchez, merci beaucoup. Une réaction, Emmanuel Négrier, sur cette surprise, parce que là pour le coup on ne savait pas. Oui, il y a effectivement des surprises ce soir. Alors, on parle de Nîmes, on parle on peut parler également de Bagnols-sur-Cèze, où Pascal Borde est en place très favorable face au sortant Jean-Yves Chaplet. Il y a comme une atmosphère très différente selon les communes, une atmosphère de changement. Alors, vers la gauche, par exemple, à Bagnols, Jean-Michel Solé perd dès le premier tour contre Aurélie Mayol. À Argelès-sur-Mer, le sortant Para est très largement devancé par une candidate soutenue, elle, par la région, mais c'est deux divers gauches qui s'affrontent. Dans d'autres cas, à Quillan, par exemple, Pierre Castel est en ballottage extrêmement défavorable. Là, c'est dans l'autre sens, évidemment. Et pour ne pas parler de René Revol, qui est en ballottage extrêmement difficile à Grabels. Oui, effectivement, là, la prime au sortant n'a pas fonctionné et loin s'en faut. C'est une très grande surprise. Et puis, il y a des cas tout à fait particuliers et emblématiques de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'élection de trop ou sur les héritages qui se passent mal. Par exemple, le plus ancien maire du Gard, Gilles Dumas, avait transmis le bâton à Fourques à une de ses colistières et là manifestement l'héritage n'a pas bien fonctionné et on peut multiplier comme ça un certain nombre de cas qui illustrent des velléités de changement
qui vont d'ailleurs dans des sens extrêmement différents. Juste avant de parler, on va parler de la percée donc du Rassemblement national dans le Gard. Juste avant, Emmanuel, peut-être sur Nîmes, d'un mot, à quoi s'attendre maintenant? Donc, on l'a entendu, Julien Sanchez qui lance un appel, évidemment. Voilà, c'est très serré. À quel scénario s'attendre pour ce second tour? Alors, il y a une rumeur qui a circulé, qui était celle d'un échange d'amabilité entre le RN et Franck Proust, avec en ligne de mire un échange similaire et symétrique à Marseille, mais c'était sans compter sur le score de Julien Sanchez, qui est en tête, même si c'est de très peu, et où il incarne la possibilité, disons, d'un changement et d'une radicalisation de l'électorat de droite face à une gauche qui reste importante dans position de l'emporter, certes, mais à la condition que se rallient à elle des candidats comme Julien Plantier, comme Franck Proust, qui sont plutôt à droite, voire très à droite et très anciennement à droite à Nîmes. Il paraît qu'on nous dit qu'il y aurait 150 voix d'écart justement entre la gauche et le RN à Nîmes. Oui, mais ça c'est un premier tour. On peut imaginer une quadrangulaire. Et dans le cas d'une quadrangulaire, à ce moment-là, Vincent Bouget a une possibilité de voir arriver vers lui des électeurs qui se sont reportés sur la France insoumise et ainsi incarner un changement d'une autre nature que celle d'une conquête par le Rassemblement national. Allez, on va rejoindre tout de suite Alexandre Rosga qui se trouve dans le Gard et qui va justement parler de cette percée du Rassemblement national. On parlait de Nîmes, c'est le cas aussi du côté de Vauvert ou encore de Bagnols-sur-Cèze. Alexandre Rosga. Si Jordan Bardella a choisi de venir à Beaucaire, c'est tout un symbole, fief du RN depuis 2014 et l'élection de Julien Sanchez, aujourd'hui candidat à Nîmes, jusqu'à présent la seule commune RN du Gard et qui va le rester puisque Nelson Chaudon est réélu ici dès le premier tour avec un peu plus de 60% des suffrages. C'est quasiment le même score que Julien Sanchez en 2020. Mais l'enjeu, c'est de franchir un nouveau palier après la poussée aux législatives de 2024, marquée par un carton plein de députés RN. Deux d'entre eux, notamment, portent cet objectif, Nicolas Maisonnet à Vauvert et Pascal Borde à Bagnols-sur-Cèze. Mais Bellegarde ou encore le Grau-du-Roi sont depuis longtemps dans la mire du parti. Le grand défi pour le Rassemblement national dans le Gard reste quand même Nîmes. Une victoire lui permettrait de conquérir une ville de plus de 150 000 habitants. On en est loin encore, on n'en est pas encore là. Une chose est sûre, le RN parie sur le Gard pour prendre son élan en vue de la présidentielle. Merci. Sur notre plateau, Cédric Delapierre, conseiller régional et tête de liste RN à Frontignan. Peut-être juste votre cas, monsieur Delapierre, avant de commenter plus largement le Rassemblement national. Vous échouez ce soir face au maire sortant Michel Harouy, qui est élu dès le premier tour. Oui, on fait un peu plus de 35%, presque 36% des voix. C'était ma première candidature à une élection municipale à Frontignan, ce qui démontre aujourd'hui l'enracinement du Rassemblement national. On continue à s'implanter, que ce soit à Frontignan ou ailleurs. On voit les résultats de mes collègues également dans le Gard qui sont très bons. Mon ami Julien Sanchez fait une grosse surprise ce soir. Il sera sans doute maire de Nîmes la semaine prochaine. Et le Rassemblement national continue à progresser. On a beaucoup plus de listes investies que les précédentes élections. Et à chaque élection, nous progressons. Alors oui, je suis un peu déçu de mon score, je le reconnais, 35%, mais c'était ma première candidature à Frontignan. Maintenant, avec les 6 élus qui m'accompagnent, nous allons mener l'opposition et défendre nos idées. Peut-être une réaction donc sur ce plateau également du côté de Sylvain Carrière, LFI. Oui, un mot sur les élections à Frontignan, parce que M. Delapierre dit que bon, oui, Frontignan, c'est la circonscription, effectivement. M. Delapierre dit que c'est sa première élection, ainsi de suite. Bon, c'est pas sa première élection, puisqu'il y a eu déjà 2 candidatures aux dernières législatives. Et ils sont arrivés, oui, je sais que vous parlez des élections municipales. Et à Frontignan, je vous ai toujours battu, M. Carrière. Vous êtes arrivé à Frontignan en pensant que vous allez gagner Frontignan facilement. D'ailleurs, vous avez eu des candidats venus de tout le département de l'Hérault, tellement que vous pensez que vous allez gagner Frontignan facilement. Et ce soir, vous avez une nouvelle défaite cuisante puisque vous perdez dès le premier tour face au candidat de gauche à Frontignan. Donc c'est pas juste une petite défaite, c'est vraiment une lourde défaite pour vous et une nouvelle défaite, la 3e en 3 ans. Et il y en avait eu d'autres avant. Donc bon, vous qui courez après les mandats, ce soir c'est quand même
un gros échec Monsieur pour vous à Carrière, Frontignan. si vous me laissez parler, je ne crois pas auprès d'un mandat. Moi, j'ai de réelles convictions politiques. Pourtant, vu toutes les candidatures que vous avez faites, je pense que si vous courez après un mandat... Non, je ne cours pas après un mandat, je cours après des convictions. Je défends des convictions. Là, ce soir, elles ont été balayées, vos convictions, en tout cas à Frontignan. Très sèchement d'ailleurs, puisque 51% au premier tour pour la candidature de... Vous n'avez même pas eu le courage de me présenter une liste, monsieur Carrière. Et moi, j'ai un mandat et je le tiendrai jusqu'au bout, contrairement à vous qui courez après les mandats, puisque vous êtes aujourd'hui élu et vous courez encore après un mandat. Laissez parler vos adversaires, monsieur Carrière. C'est moi qui avais la parole, monsieur Delapierre, c'est pas vous. Donc c'est vous qui me coupez la parole. Chacun a la parole, s'il vous plaît, on va essayer de rester cordiaux. Monsieur Carrière, vous n'êtes d'ailleurs parmi toutes les personnalités qui viennent ce soir, vous n'êtes pas candidat, les municipales, c'est quelque chose qui... vous intéresse pas, j'imagine que si, mais pour quelle raison ? Si, bien sûr, les élections municipales sont des élections qui m'intéressent énormément, mais j'ai, comme vous le savez, un mandat, et comme vous l'avez dit, un mandat qui est en cours, officiellement jusqu'en 2029. On sait très bien qu'après 2027, il sera certainement remis au vote des habitants de la circonscription, mais je voulais aller à la fin de mon mandat, et donc c'est pour ça que je ne me suis pas présenté aux élections municipales. C'est une question, tous ces députés qui se présentent sur des listes candidats ou colistiers du Rassemblement national, ils vont siéger au conseil municipal. Bien sûr. On va les voir. Bien sûr. Nous serons présents au conseil municipal de Frontignan. Vous y engagez ? Bien sûr que je m'y engage. Et moi, je travaille sur le long terme. Parce que là, on a le sentiment que toutes les forces vives ont été pas du tout. Moi, je peux vous dire que nous allons siéger au sein du conseil municipal de Frontignan. Et d'ailleurs, je voulais rappeler à M. Carrière que les deux fois que je l'ai affronté, il m'a peut-être battu sur la circonscription grâce à Montpellier, mais les 2 fois, j'ai largement battu à Frontignan. Parce qu'on voit souvent des députés qui ne siègent pas. Largement. Mais moi, je suis un républicain, j'accepte. J'accepte, M. Carrière. Et la prochaine fois, nous gagnerons. On va poursuivre ce débat, si vous le voulez bien, mais d'abord, de nouveaux résultats avec Karine Zabulon. Résultats définitifs. On rappelle donc que pour Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, Louis Alliot a été élu dès le premier tour avec 50,61% des suffrages exprimés. Dans l'opposition arrive Agnès Langevin, élue place publique avec 15,94% des suffrages. Bruno Nougared, 13,45%, c'est l'union de la droite. Michael Hydrac avec 9,6% élu également, il représente LFI et Alliés. 8,94% élu Mathias Blanc d'Hiver Gauche et la candidate tête de liste de lutte ouvrière a été battue, Pascal Advenard. Au Barcarès, le maire sortant retrouve son fauteuil. Alain Ferrand d'Hiver Droite est élu avec 64,78% des suffrages. Son opposant est le RN, Thierry Laure, élu également avec 35,22%. Dans Vauvert, dans le Gard, donc vous l'avez entendu, le maire sortant Jean Denat n'a pas été élu. Il est il est dans l'opposition désormais avec 42,5% des suffrages. C'est le RN qui arrive en tête avec Nicolas Maisonnet, 57,5% des suffrages. On parle maintenant des personnes qualifiées pour le second tour à Aigues-Mortes dans le Gard. La liste d'hiver de Cédric Bonetto remporte 43,29% des suffrages, suivi de Noémie Albec-Mégas, 32,97% des suffrages, c'est le LR. La liste d'hiver droite menée par Stéphane Pignon a atteint 23,74% des suffrages. Et puis à Agde, pour le second tour, qualifiées 3 listes, celle tout d'abord du RN avec Aurélien Lopez-Ligori, 38,44% des suffrages, suivi de Thierry Nadal d'hiver droite, 21,33% des suffrages, et à 20,74% des suffrages, on retrouve Sébastien Frey d'hiver droite. Karine, allez, puisque vous parlez du Barcarès, on va tout de suite rejoindre Olivier Meyer, qui est aux côtés d'Alain Ferrand, le maire d'hiver droite, qui a été largement réélu. Du Barcarès, station balnéaire, connue pour ses grandes plages, connue pour son grand bateau le Lydia, connue également pour les remous judiciaires de son maire Alain Ferrand. Eh bien écoutez, Alain Ferrand, il est réélu ce soir dès le premier tour, comme en 2014, comme en 2020, avec 65% des voix, c'est 5 points de plus qu'en 2020. Face à lui, un candidat du Rassemblement national. C'est la preuve que les électeurs du Barcarès ne lui tiennent pas à rigueur de ces démêlés
judiciaire, et ce d'autant plus que le Club Méditerranée a pour projet de s'implanter au Barcarès et de créer 500 emplois directs. Attention toutefois, car Alain Ferrand a 2 rendez-vous sur son calendrier judiciaire cette année. En octobre prochain, il risque une peine d'inéligibilité et si c'est le cas, il devra alors démissionner. Bon, Alain Ferrand, on l'a interviewé il y a quelques instants. Je vous propose d'écouter sa réaction. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de victoire électorale. Le peuple a parlé, n'est-ce pas? Le peuple s'est exprimé. Les Barcarésiens ont jugé la qualité du travail que nous avons fait pendant des années. Ils ont aussi, je pense, jugé notre sérieux qui a toujours été basé sur l'intérêt général. Voilà, donc par conséquent, je vois mon avenir tout à fait serein et confiant. Olivier Meillard du côté du Barcarès, Emmanuel Négrier, peut-être un commentaire sur cette élection. Donc Alain Ferrand, réélu, pourtant de multiples affaires, sérénité, confiance, voilà, rien ne change. Oui, d'ailleurs, c'est une grande tradition au Barcarès, puisque monsieur et madame se sont succédés au pouvoir quand l'un était inéligible, l'autre était élu. Comment vous l'expliquez, ça? D'une part, il y a au Barcarès manifestement une coalition d'intérêts sociaux, économiques, culturels qui se concentre autour de la personnalité de monsieur Ferrand. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'échec du Rassemblement national à représenter une alternative crédible dans ce cas-là, un endroit où la gauche, évidemment, n'existe pas. Et c'est très intéressant, plus généralement, de voir, en fait, comment le RN progresse. En fait, il a une progression en spot, d'une part, et en tache d'huile. Alors, expliquez-nous le spot et la tache d'huile. Le spot, c'est-à-dire, prenons Nîmes, Carcassonne. Effectivement, ce sont des endroits relativement isolés où le RN fait un score considérable et se trouve en ballottage favorable ou remporte l'élection. Et puis, si on réfléchit un petit peu, on peut voir que le Gard, la plaine du Gard, qui a pendant longtemps été Rassemblement national, le Gard qui a 6 députés Rassemblement national ou alliés, eh bien, ça finit par faire système à d'autres élections et notamment aux élections municipales, le cas de Vauvert étant tout à fait emblématique. Et puisqu'on parle de large réélection, Marie Baucher nous attend à Béziers. Bonsoir Marie. Est-ce que vous avez des résultats définitifs? Je crois que oui. Est-ce que Robert Ménard a bien été réélu et surtout avec quel score? Bonsoir Céline. Alors non, pas de résultat définitif pour le moment. On est à 35 ou 36 bureaux puisqu'il y a encore des résultats qui sont donnés derrière moi, dont les résultats sont remontés sur 56, mais c'est sans équivoque. Robert Ménard est bien réélu au premier tour. Le maire sortant qui s'est présenté sous l'étiquette d'hiver droite avec cette fois le soutien des Républicains a donc tenu son pari, refaire comme en 2020. On serait peut-être un tout petit peu en dessous qu'en 2020 avec un score qui serait autour de 65%, mais on attend d'avoir tous les résultats pour savoir exactement ce qu'il en est. Robert Ménard n'a donc pas subi la candidature Rassemblement national de Julien Gabaron. Le député peine à atteindre les 10% des suffrages exprimés. Il serait pour l'heure autour de 8,5%, bien loin du duel imaginé entre les deux candidats. D'après les premières estimations, donc Thierry Mathieu serait lui second avec autour de 15% des suffrages exprimés. Et il est suivi de Thierry Antoine et David Docard, respectivement candidats de l'Union de la gauche et de la France insoumise, qui auraient autour chacun de 7% et 3,8% des suffrages exprimés. Merci Marie Baucher. On va tout de suite aller à présent du côté de Sète retrouver Olivier Brachard qui est avec Hervé Marquès, le maire sortant, qui est talonné ce soir par la liste LFI de Laura Seguin qui est avec nous sur ce plateau, Olivier. Oui, Yann, effectivement, on va talonner de loin quand même parce que Hervé Marquès, pour l'instant, il reste encore 3 bureaux de vote à dépouiller. Et pour l'instant, Hervé Marquès est crédité de plus de 28%. Et derrière, à 20-21%, Sébastien Pacul du RN et Laura Seguin. Et voilà, je suis avec Hervé Marquès, le maire sortant. Qu'est-ce que vous pensez de ces résultats? C'est pas encore définitif, mais ça sent très bon pour vous. Oui, effectivement, je suis crédité d'un peu plus de 28%, donc je remercie tous les Sétois d'avoir positionné en tête de ce premier tour. Effectivement, pour le reste des résultats, on va attendre un petit peu, définitivement, mais je crois que ça va varier de quelques centièmes, quelques dixièmes. Mais je suis très heureux et je remercie vraiment tous les Sétois. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans cet entre-deux tours? Parce qu'il y a peut-être 5 candidats qui pourraient se maintenir au deuxième tour, qui auront fait plus de 10%.
quelle va être votre stratégie, Hervé Marquez? Alors moi, ma stratégie, elle va être simple, c'est la même depuis le début de la campagne. Nous allons nous redéployer sur le terrain, nous allons parler aux Sétois, nous allons les mobiliser, parce que nous avons un taux de participation à 63%. Donc il y a encore beaucoup de gens à les convaincre d'aller voter d'ici dimanche prochain. Ça va être notre travail, le travail de proximité qu'on a fait depuis le début. Alors Pascal Peintre, de la même famille politique que vous, a fait un score environ de 15%. Qu'est-ce que vous allez essayer de chercher les voix de ces électeurs? Excusez-nous, Mickaël Delafosse est en train de s'exprimer sur la place de la Covid. Il y a 5 candidats qui sont à plus de 10%. Moi, je vais parler... Ah, il est en train d'arriver. Mickaël Delafosse qui arrive donc sur la place de la Comédie. On va le découvrir dans un instant, le maire sortant de Montpellier qui, d'après le dernier sondage sorti des urnes, serait ce soir du côté des 32%, suivi de Nathalie Osiol, 16%. Vous le voyez, il arrive donc auprès de ses militants. Sans doute quelques félicitations, serrage de main. En tout cas, le sourire. Un bon score, en tout cas, pour le maire sortant. Il prend le micro et on va l'écouter. Qui sont là. Merci beaucoup. Voilà, Julie, Serge. Julie. Voilà, quelques réglages. Il appelle Julie Fraîche, manifestement. Bon, merci beaucoup à vous d'être présents. Je vais vérifier ça. Merci beaucoup à vous d'être présents. Je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, je voudrais adresser mes remerciements à tous ceux et celles qui, en ce moment encore, dépouillent les bureaux, les ont tenus toute cette journée. Ils font vivre la démocratie. Ensuite, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des électeurs et des électrices qui nous ont placés en tête, très largement en tête, puisque nous sommes entre 18 et 20 points devant la deuxième liste, conduite par Madame Osiol. Merci à eux, merci à toutes les équipes qui ont fait la campagne, les militants et évidemment les Montpelliérains et les Montpelliéraines qui, par leur vote en ce dimanche, nous ont apporté leur confiance. Je voudrais adresser un salut républicain à l'ensemble des gens qui ont livré cette campagne des municipales. Montpellier fait partie des exceptions avec Strasbourg, où nous comptons au total 13 listes, record de France. Ils ont participé au débat démocratique. Nous ne savons pas encore quelle sera précisément la configuration du second tour. Si assurément la liste que j'ai l'honneur de conduire sera qualifiée, celle de Madame Osiol. Il y a encore un mouchoir de poche pour atteindre le seuil des 10 pour Monsieur Altrad et Monsieur Sorel, et nous le saurons un peu plus tard dans la soirée. Mais le score que nous avons obtenu, qui est un score très important, pour ce qui me concerne, c'est près de 20 points par rapport au score de 2020, et c'est entre 18 et 20 points à l'égard du second. Eh bien, c'est la reconnaissance du travail, du sérieux et de l'engagement pour Montpellier. Le respect des promesses, gratuité des transports, connexion à la ligne 1, par la ligne 1 à la gare Sud de France, réalisation de la ligne 5 de tramway. C'est aussi la reconnaissance du travail d'une gauche qui s'exprime dans la clarté sur l'ensemble des sujets, bien sûr fidèle à ses valeurs, en faveur de l'éducation, en faveur des enjeux écologiques, à travers le travail remarquable conduit notamment par Marie Massard, mais aussi sur les sujets de la sécurité, où nous considérons que ces sujets doivent être traités au même titre que d'autres compétences et évidemment l'affirmation très claire des valeurs de la République, un combat résolu contre l'antisémitisme, contre le racisme, sur le rappel que la laïcité est une valeur qui garantit la concorde. C'est la reconnaissance de l'ambition transformatrice de Montpellier que nous portons. Nous pouvons le voir, chère Julie Fraîche, à travers le boulevard Clémenceau, le quartier populaire de Val-de-Croze, la rénovation du quartier de la Mosson. Un mot, Sylvain Carrière, sur ce qu'on vient d'entendre, Mickaël Delafosse qui dit une gauche qui s'exprime avec clarté sur tous les sujets. Ça n'a pas une pique pour LFI, ça ?
Écoutez, on sait très bien que... Vous n'êtes pas dans cette gauche, manifestement, pour lui. Oui, on voit bien depuis quelques jours et quelques mois, j'ai envie de dire, les sorties des uns et des autres au Parti socialiste qui ont fait de la France insoumise, j'allais dire, un adversaire, mais presque le principal adversaire. Nous, écoutez, comme je le disais tout à l'heure, on continue à proposer notre programme de rupture, justement, avec ce monde, avec un programme qui répond aux besoins de la population. Et par exemple, la régie publique de l'eau qui a été mise en place sur la métropole de Montpellier, ça a été fait avec un maire insoumis, René Revol, maire de Grabel. Donc, quand la France insoumise gouverne... Qui malheureusement, pour vous, en ballottage défavorable ce soir, c'est une énorme surprise. Oui, mais enfin, il n'y a pas de lien entre la régie publique. Vous n'êtes pas d'accord, Philippe Sorel? Non, c'est moi qui l'ai faite, la régie publique. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on porte aussi dans le programme de l'avenir en commun. Là, je suis d'accord sur la formulation. Et c'est René qui était vice-président quand ça a été mis en place à ce moment-là. Donc quand la France insoumise est au pouvoir, elle est capable de répondre aux besoins de la population. Et d'ailleurs, on l'a vu aux dernières élections, le programme de la France insoumise, sur beaucoup de mesures, arrivait largement majoritaire dans le pays. Donc on peut avoir un programme de rupture porté par la France insoumise et un programme surtout qui répond aux attentes et au quotidien des Françaises et des Français. Philippe Sorel, ancien maire de Montpellier, on le voit dans le sondage sorti des urnes ce soir, vous seriez 3e, 4e, c'est pas encore tout à fait déterminé. Évidemment, on continue à dépouiller. Ce sera quoi votre positionnement au second tour si vous êtes en capacité de vous maintenir? Si par exemple vous étiez 4 avec Monsieur Altrad et vous vous maintenez au risque de faire gagner du coup très facilement Très honnêtement, j'attends les résultats définitifs pour pouvoir me prononcer précisément sur la conduite à tenir. Non mais une alliance, vous vous rendez compte ce soir que vous alliez tous, vous n'êtes pas si différents, vous pourriez battre peut-être Monsieur Delafosse. À part avec mon épouse, je n'ai jamais fait d'alliance en politique. Je suis au risque de aller perdre, tout seul jusqu'au bout, même si je perds. Même si vous perdez. Mais c'est un cas un même peu si vous faites perdre les électeurs qui ont voté pour vous, parce qu'en fait, avec l'histoire du faux sondage, vous êtes un peu fâché avec Moed Altrad quand même. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il y a eu plusieurs sondages. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas les moyens d'en payer un sondage. Donc moi, je n'en ai pas fait de sondage. Le seul sondage que je connaisse, c'est celui de ce soir, qui lui est bien réel, c'est-à-dire celui du premier tour, et qui n'est pas encore totalement dépouillé. Donc aucune alliance, vous nous le dites, pour ce second tour, si vous êtes en mesure. Non, vous le faites pas. Non, vous ne dis pas ça. Parce que là, vous avez votre téléphone, il sonne depuis tout à l'heure, il y a des petits messages, vous échangez déjà des messages. Parce que c'est pas encore dépouillé. Ouais. Si vous voulez, il y a beaucoup de bureaux, il y a 140 bureaux de vote à Montpellier. Les enveloppes ne sont pas encore totalement... Si Moed Altrad était mieux placé, vous accepteriez de vous effacer, par exemple? J'attends le classement définitif. Mais je comprends qu'on ait du mal à comprendre un peu ce que je fais, parce que beaucoup des candidats qui sont ici, la majorité, font partie de partis politiques. Nous n'avons pas cette façon de procéder. Je critique pas les partis politiques. Vous étiez au Parti Socialiste, vous avez été exclu. C'est pas comme si vous n'étiez pas dans un parti à un moment. Mais j'ai présenté des listes qui étaient en dehors des partis politiques. C'est un modèle particulier. C'est un modèle qui me permet d'allier dans le programme, sur la croissance des propositions de centre droit, et vis-à-vis des LFI, des valeurs qui me rapprochent de la 6e République, de la démocratie directe, etc. Alors on va poursuivre ce débat. Ça me donne une grande laxité, une liberté. On va en reparler tout à l'heure. Allez, on part à Lunel où Paulette Goujon, la maire sortante, est en tête. Lunel qui a vécu toute cette campagne, une guerre fratricide de plusieurs candidats issus de la majorité sortante pour succéder au maire décédé Pierre Soujol. On retrouve sur place Daniel de Barros. Nous sommes sur le parvis de l'hôtel de ville de Lunel où la maire, Paulette Goujon, vient d'annoncer les résultats, des résultats qui la donnent première pour ce premier tour. S'ensuit Anthony Belin de l'UDR et Stéphane Dalle, un ancien premier adjoint de la cité. Maintenant, l'heure est aux tractations, mais cela va être difficile parce que de l'avis de beaucoup de personnes que l'on a rencontrées, la campagne a été dure, vraiment très dure. Les coups bas ont volé, donc les tractations s'annoncent vraiment serrées. À noter quelque chose, c'est qu'il y a eu 3000 votants de plus cette année pour les municipales, ce qui est assez remarquable pour cette cité. Daniel de Barros du côté de Lunel. On va retrouver à présent Karine Zabulan comme on le fait depuis le début de cette soirée avec de nouveaux résultats, Karine.
Oui, des résultats dans l'Hérault, dans le Gard, mais aussi dans l'Aude. On va commencer par l'Hérault avec l'Odève et 4 listes qualifiées pour le second tour. Ce sont toutes les listes présentes. Celle de Claude Lateb d'hiver droite avec 39,2% des suffrages, suivi de Fadila Benamar Koli du Parti socialiste avec 28,82%. 21,48% c'est Sébastien Rome de LFI et le divers centre Jean-Michel Salvador obtient 10,49% des suffrages exprimés. À Alès, également déqualifié pour le second tour. Christophe Rivinc, DLR, obtient 32,61% des suffrages. C'est le maire sortant, suivi d'Anthony Bordarier, 26,44% des suffrages. Il représente le Rassemblement national. PCF, Parti communiste et LFI, Planck Paul avec 15,6% des suffrages. Marc Infantès d'hiver droite obtient 13,62% des suffrages. En ballotage également, Basile Imbert du Parti socialiste et écologiste avec 10,79% des suffrages. Et la liste de lutte ouvrière a été battue, 1,48%, c'était Jérôme Garcia. Direction Vergès dans le Gard où le Parti socialiste a été élu. Pascal Fortuna Deschamps, c'est la maire sortante qui a obtenu 67,19% des suffrages, suivi de Julien Drost du RN avec 32,81% des suffrages. Dans l'Aude, à Lézignan-Corbière, André Hernandez du Parti socialiste est qualifié pour le second tour. Il est en ballotage favorable avec 38,96% des suffrages, suivi de Gérard Forcada d'hiver droite, 37,92% des suffrages. Jean-Paul Pujol d'hiver droite obtient 17,77% des suffrages. Et fusion possible pour Sophie Birkener d'hiver gauche avec 5,35% des suffrages. Et puis on termine avec les résultats définitifs à Castelnau-le-Lez dans l'Hérault. Julien Miro obtient 39,65% des suffrages. Il est en ballotage favorable. Il représente Renaissance et les Alliés. Le maire sortant Frédéric Laforgue d'hiver droite obtient 21,1% des suffrages. Richard Corvézier d'hiver gauche et Alliés, 17,71% des suffrages. En ballotage également la socialiste alliée Najat E qui obtient 15,2% des suffrages. Et puis Jean-François Vandrel d'hiver droite peut faire une fusion avec 6,33% des suffrages. Karine, et puisqu'on parle de Castelnau-le-Lez, on va écouter tout de suite la réaction de Julien Miro, le candidat Renaissance d'hiver droite, ancien adjoint de la majorité sortante, qui serait en tête, qui est en tête. On va l'écouter tout de suite. Ce qu'on constate, c'est que le score montre une envie de changement des Castelnauviennes et des Castelnauviens, une forte envie de changement, mais on n'est qu'au premier tour. Donc il faut confirmer cette envie au second tour et on le sent que cette envie est forte. Je l'avais dit depuis le début, on a une équipe qui est une équipe de Castelnauviennes, de Castelnauviens engagés avec une grande valeur ajoutée qui ont envie de se donner pour leur ville. Et donc évidemment la liste du premier tour sera la liste du second tour. Il n'y aura pas d'alliance et j'appelle vraiment toutes les Castelnauviennes et tous les Castelnauviens à se réunir derrière nous pour envoyer un message fort et clair qui est un message de défense de la qualité de vie. C'est important, donc dimanche, mobilisez-vous. Retour sur ce plateau, peut-être Emmanuel Négrier, un petit décryptage sur ce qui est en train de se passer ce soir sur la métropole de Montpellier. Alors, sur la métropole de Montpellier en particulier, il y a effectivement des situations extrêmement différentes avec, on l'a dit, le ballotage très défavorable de René Revol à Grabel. Une situation montpelliéraine sur Montpellier-Ville, si les estimations se confirment, qui est plus fluide qu'on pouvait l'imaginer, avec certes un score très, très en avant de Mickaël Delafosse, mais pour un sortant, alors avec 13 listes, avec toutes les précautions d'usage et une fragmentation extraordinaire de la gauche et de la droite, c'est vrai que le tiers de l'électorat, ça n'est pas forcément un capital extrêmement élevé pour un sortant. Après, on trouve des situations de volonté de changement
On vient de le voir à Castelnau-le-Lez, c'est tout à fait spectaculaire. Et d'autre part, on voit des ballottages plutôt défavorables pour certains sortants. Je pense par exemple à Véronique Négré, à Villeneuve-les-Maglones. Je pense évidemment à Cyril Meunier, à Latte, qui n'est pas habitué à un second tour. Et il y a comme ça toute une série de situations très différentes. Monsieur Audrin à Saint-Jean-Georges, par contre, lui, a été élu très confortablement dès le premier tour. C'est la même chose pour Monsieur Pinceau à Clapiers, pour la gauche. Donc il y a toutes les combinaisons possibles. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est le Rassemblement national et ses alliés. Il faut aller très loin des frontières montpelliéraines pour en il faut sortir de l'agglomération. Sylvain Carrière, un mot sur le résultat à l'ODEV. Grosse déception parce que c'était peut-être la seule ville que vous convoitiez au LFI. Non, une déception non, puisqu'on voit Sébastien Rome qui fait un très bon résultat, puisqu'il arrive en 3e position, en position de se maintenir, et donc de continuer à tendre la main, comme ça a été fait là aussi avant le premier tour, où malheureusement ça n'a pas abouti. Donc dès ce soir, ce qu'on espère, c'est qu'on arrive à faire cette fusion de listes pour le second tour, pour continuer à gouverner l'ODEV pour les années à venir. Fusion avec qui ? Il reste le Parti socialiste qui est... Ils ont toujours été farouchement contre. Comment ? Ils ont toujours été farouchement contre. Ah oui, alors il faudra leur poser la question, puisque le Parti socialiste est second. Donc s'ils ne veulent pas de la France insoumise, il y a quand même très peu de chances qu'ils gagnent l'ODEV, et voire même pire que ça, ils vont perdre la ville de l'ODEV. Donc nous, ça a été très clair depuis plusieurs jours. On a appelé à dire, là où on n'arrive pas à avoir une fusion sur le programme, comme j'évoquais dans mes premières interventions, faisons au moins une fusion technique pour qu'on arrive à gagner ou à conserver des villes à gauche, puisque avec nous c'est très clair, à la France insoumise, on veut le moins de villes possibles gouvernées par la droite et aucune ville gouvernée par l'extrême droite. Donc dès qu'on pourra et dès qu'il faudra faire une fusion technique pour éviter ce scénario, on le fera. Donc c'est l'appel qu'on peut lancer ce soir pour conserver l'ODEV à gauche. Peut-être une question à vous, Monsieur Roumégas. Donc votre score sur la ville de Montpellier, c'est pas définitif, mais en tout cas le sondage sorti des urnes vous donne même pas 5%, 4,8% d'après ce qu'on avait tout à l'heure. C'est un constat d'échec de l'écologie. Alors en 2020, il y a eu cette vague. Là, il y a un reflux. Comment vous l'expliquez ? Je pense qu'on a été écrasé dans les enjeux nationaux entre le Parti socialiste et les Insoumis, c'est clair. Mais si on s'est engagé, on savait qu'il y avait ce risque, mais si on s'est engagé, c'est parce qu'il y avait vraiment des combats de conviction. Je rappelle qu'il y a 4 élus de la majorité qui ont quitté la majorité parce qu'il y avait des désaccords de fond. Je pense notamment à cet incinérateur de plastique qui, encore une fois, est un danger pour la santé publique. Et là, quand il s'agit de conviction, si vous voulez, on ne prend pas la calculette. On y va, on est allé au combat. Dans la campagne, vous disiez qu'il fallait, vous auriez voulu concilier la fin du mois, la fin du monde. C'est ça. Visiblement, les électeurs, ils choisissent plutôt la fin du mois. Ils choisissent plutôt quoi ? La fin du mois ? La fin du mois, c'est-à-dire... je ne crois pas, non, je crois pas. Le porte-monnaie plutôt que peut-être... Alors peut-être que globalement, c'est ce qui a joué, mais je pense que c'est plutôt le débat politique national qui a pesé. Encore une fois, il y aura un débat à gauche à Montpellier, et tant mieux, il n'y a aucun risque ni de droite ni d'extrême droite. Et donc, moi, je continuerai à mener ce combat à gauche pour le second tour. On verra dans quelles conditions, mais en tout cas, on continuera à le mener. Et nos convictions, on les défendra. Allez, je vous propose de partir à Perpignan, rejoindre Laura Laure-Galli. Bonsoir, Laura Laure. Est-ce que vous nous entendez ? Bonsoir. Louis Alliot. Oui, je vous entends. Louis Alliot a salué ce soir une victoire, un résultat historique. Après la prise de la ville en 2020, le maire est transforme l'essai. Il est réélu ce soir dès le premier tour avec quelques 200 voix d'avance. Les électeurs, apparemment, ne lui ont pas tenu rigueur de ces démêlés judiciaires qui pourraient le rendre inéligible en juillet prochain. Il a également sans doute bénéficié d'un certain nombre de reports de voix en provenance de la droite dite républicaine. Je vous rappelle que le maire précédent, jusqu'en 2020, le républicain Jean-Marc Pujol, a récemment appelé à voter Louis Alliot. 11 de ses anciens colistiers se sont d'ailleurs engagés sur la liste Rassemblement National. À Perpignan, l'union des droites est désormais consommée, une réalité qui s'est retrouvée ce soir dans les urnes. La conséquence, c'est l'hémorragie de la droite dite républicaine, avec un score de Bruno Nogueira en deçà des attentes,
À gauche, Agnès Langevin obtient, elle, 16%. C'est la deuxième place qu'elle espérait, mais à quoi bon? Seule bonne nouvelle, seul lot de consolation pour la gauche, c'est son entrée au conseil municipal dont elle était absente depuis 2 mandats. Les candidats de gauche ayant choisi de se retirer en 2014 et en 2020 au nom du Front républicain. Merci beaucoup. Un mot de M. Romégas. On a quelques secondes, c'est la fin de la tranche. Non, le commentaire, c'est qu'on voit que les digues entre la droite républicaine et l'extrême droite sautent un peu partout. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant pour le débat qui s'annonce au moment des présidentielles. Et il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer parce que certains croient aller au secours de la victoire. Je crois que le seul recours, ce sera la gauche. Merci que j'espère réunie pour les présidentielles. Merci à vous. Merci à Philippe Sorel également d'être venu ce soir sur le plateau. Merci à Sylvain